On va passer du coup. Euh, Pardon. On va passer à la franchise suivante. On va passer aux Houston Rockets. On va repartir là-dessus. Les Houston Rockets, euh, qui, alors, tu peux en parler, il me semble. Tu m'as dit que tu avais à peu près suivi leur saison. Il y a eu un peu différentes phases dans cette saison passée. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, globalement, leur saison, elle se divise en trois grands axes. Donc, bah, déjà, tu as tout l'été avec la problématique de Harden qui n'a plus envie de jouer pour Houston et qui commence à semer la zizanie. Donc, à la reprise, il joue pas. On se souvient de ce match contre Portland où il arrive en pseudo-surpoids. Il écrase Portland à lui tout seul. Mais en fait, ça met juste le feu. Ça fait juste prouver, en fait, qu'il a envie de partir et qu'il doit partir. Donc, de ce moment-là, en fait, Houston, ça s'applique à trouver une solution. Ce sera le fameux trade à trois justement entre Brooklyn, Houston et Cleveland, qui verra Drummond atterrir. Non, pardon, qu'est-ce que je dis moi? Qui verra Harden atterrir à Brooklyn, KPG qui part du coup pour Cleveland. Oladipo arrivera plus tard. Et en fait, voilà, cette équipe-là, globalement, de ce moment-là, elle se met à tourner sur un axe John Wall, Christian Wood. Ça gagne des matchs au début. Il y a quand même il y a un début d'identité qui se crée. Christian Wood se blesse, John Wall rate des matchs, et de ce moment-là, en fait, la franchise passe en mode quasiment full tanking. C'est aussi le moment où leurs jeunes commencent à éclore. Tu as Jason Tate qui sort une bonne saison. Kellen Martin Jr. qui a été drafté, donc c'est le fils de Kellen Martin, l'ancienne star des Nets de Denver et de New York, qui sort de G League et qui va faire ses débuts en poste 3-4, bon défenseur, bon energizer. Et la fin d'année, c'est un peu la fête du slip. Tu termines avec un Kelly Olynyk qui est limite ton franchise player et en fait, tu ne joues rien. Tu ne joues quasiment rien. Tu as Kevin Porter Jr. que tu intègres progressivement et qui concentre pas mal de désespoir. Mais au-delà de ça, voilà, c'était un effectif qui était faible, mais qui c'était le but. C'était clairement le but. Mais ils arrivent dans leur reconstruction à choper un très bon pic qui sera matérialisé par Jalen Green, Ousmane Garouba et Alperen Sengun, si je ne me trompe pas sur la prononciation. Oui, en fait, c'est ça, c'est que une reconstruction forcée, un peu rapide, mais qui commence plutôt bien, avec un pic très haut placé, alors qu'on remercie Aynet pour son follow, qui est arrivé pendant que tu parlais et que tu résumais ce petit bilan de saison. Alors, les Rockets, on va pouvoir faire un petit peu le bilan pardon, des arrivées et le in and out du roster et le 5 majeur juste après. Pas mal de départs. Alors, Victor Oladipo, même s'il n'a pas forcément beaucoup joué dans la franchise, Kelly Voilà. Au revoir, Olynyk. merci. Voilà, Kelly Olynyk, et puis ensuite Kelly Olynyk qui a fait une deuxième partie de saison intéressante, il était un peu le seul artilleur là-dedans, il s'amusait un petit peu. Et après une flopée de joueurs qui ont été essayés plus ou moins voilà, dans le tanking, ça fait partie de ce genre d'équipe en reconstruction. Sur les arrivées, par contre, tu notais voilà, les trois joueurs draftés, Jalen Green, Alperen Sengun et Ousmane Garouba. Et enfin, un dernier petit ajout intéressant, c'est celui de Daniel Tice comme vétéran à l'intérieur qui peut être intéressant. C'est toujours une présence, il est polyvalent, il a de l'expérience pour les jeunes. Et Christian Wood, par exemple, ça peut être cool. On va pouvoir voir le 5 majeur. Alors, John Wall potentiellement à la main, Jalen Green en 2, Kevin Porter Jr. en 3, Jason Tate en 4, Christian Wood en 5. On va peut-être passer directement à parler des rookies, parce que comme on l'a fait pour les franchises précédentes, on va pouvoir directement, je pense, parler de ce qui est important pour ces franchises en reconstruction, à savoir les rookies. Donc, à commencer par Alperen Sengun, un intérieur turc un peu à l'ancienne. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Cam? Alors, c'était la star du Beşiktaş l'année dernière, donc en Turquie. C'est un vrai pivot à l'ancienne. Jeu au poste, bonne vision de jeu, assez bon rollman, très bon sens de la passe. Mais au-delà de ça, c'est un manque de latéralité qui est criant, pour rester poli. Il... Alors, comment dire, c'est un ancien obèse, donc il a énormément maigri, il s'est énormément affiné pour pouvoir suivre ne serait-ce que le rythme du basket moderne et s'améliorer en défense. À Beşiktaş, il fallait qu'il fasse tout, donc il était un peu protégé par le système.
À Houston, la réalité fait qu'en défense, comment tu l'alignes, comment tu le caches, quel rôle tu lui trouves, parce que ces intérieurs-là très traditionnels, c'est une espèce rare en NBA globalement. Des Valanciunas, des Embiid, etc. Il y en a que quelques-uns, et ils ont tous une plus-value énorme qu'en ce moment, Sengun n'a pas. À côté de ça, c'est un joueur qui est connu pour son éthique de travail qui est assez folle pour son âge, très sérieux, très motivé, avec un côté un peu, comment dire, espoir d'une nation, comme l'avait Ilyasova à l'époque, Mehmet Okur, etc. Donc, c'est un pari, mais voilà, je suis curieux et inquiet, on va dire. C'est un peu un pari un peu particulier parce que ça semble être un pivot old school qui ne s'écarte pas vraiment, en tout cas qui n'a pas de shoot à 3 points, clairement, c'est une de ses faiblesses, qui est plus proche du panier, etc., qui défensivement va potentiellement poser problème, donc tout de suite ça le relaie, ça le limite à un rôle en seconde unit, qui a pour lui son passing, c'est peut-être là que ça va se faire, mais c'est quand même un peu un choix à contre-courant des profils demandé dans la ligue actuelle. C'est un peu l'interrogation pour moi qui voit ça d'assez loin de l'extérieur en me disant c'est quand même un peu à contre-courant. On a ensuite Ousmane Garouba. Ousmane Garouba, encore un profil d'intérieur qui, lui, est un petit peu sous-dimensionné en termes de taille, mais qui rattrape par son physique, son côté très athlétique et une mentalité de compétiteur qui fait de lui vraiment un energizer qui va surtout apporter de la défense. C'est surtout voilà, un profil défensif parce que le dribble, le shoot, ça c'est compliqué. Exactement. Il vient donc, c'est un joueur qui a été formé au Real, qui a bénéficié du système de jeu de cette équipe-là, qui est très collective, avec beaucoup de circulation de ballon et des shooters autour de lui qui font que dans les situations où il avait le ballon, c'était sur un alley-oop, un dunk facile ou un post-up où il avait un joueur beaucoup trop léger en face pour pouvoir tenir. Comme tu l'as dit, c'est un physique qui est conséquent, mais qui est assez brut. Et le problème qu'il y a, c'est que quel poste tu le fais jouer en NBA? Il est trop petit pour jouer pivot à l'instant T. Le placer au poste d'ailier fort, c'est compliqué parce qu'il n'a pas vraiment de mid-range, pas de shoot à 3 points. Et c'est pas spécialement un rollman efficace. C'est un profil très brut. Mais ne serait-ce que sa bonne vision en défense et son physique énorme lui assurent d'avoir du temps de jeu. Après, avec qui tu le mets? C'est toujours le souci. Ça fait deux chantiers quand même, deux joueurs qui posent des interrogations et qui devraient donc du coup prendre leur temps pour se développer encore une fois. Par contre, on en vient au vrai gros pic et au vrai intérêt en termes de développement et de rookie de cette saison pour les Houston Rockets, c'est Jalen Green, bien évidemment. On va pouvoir vous mettre cette fois la vidéo que j'avais prévue. J'ai totalement zappé tout à l'heure. Excusez-moi, je corrige ça. Jalen Green, qui est donc un joueur extrêmement athlétique. C'est vraiment sa caractéristique première. Il explose incroyablement rapidement au cercle. Ça en fait donc surtout un slasher en premier lieu. Qui surtout, en fait, il y comparait beaucoup à Zach LaVine, par exemple. J'ai vu toutes ces comparaisons-là. Avec, moi, je trouve une nuance. C'est que il finit moins sur la verticalité qu'un Zach LaVine. Par contre, il est beaucoup plus apte à prendre le contact, se contorsionner, finir un peu de manière acrobatique, un petit peu comme un Ja Morant pourrait le faire au lay-up. Après, Ja, il a vraiment une détente qui lui permet de dunker par-dessus tout le monde aussi, hein, accessoirement. Mais c'est un petit peu voilà, ce profil de joueur-là. Malgré tout, alors son côté slashing, voilà, c'est sa première qualité. Ça fait pas de lui pour autant un scoreur incomplet parce que au shoot, il montre des choses intéressantes. Il a un shoot plutôt viable. Qu'il arrive à créer en partie lui-même, ça c'est très intéressant dans un profil de scoreur pour pouvoir justement être assez complet. Par contre, le petit downside à tout ça, c'est son aspect un petit peu parfois trou noir, un peu tunnel vision, un peu égoïste par moment, qui a du mal à lire le jeu, à pouvoir décaler ses partenaires, à passer le ballon correctement. Heureusement, off-ball, il peut shooter à 3 points. En catch and shoot, il est plutôt bon, il a des bons pourcentages, ce qui peut espérer voilà, un rôle un peu off-ball par moment. Quelque chose qui va être
important à mon sens, puisque l'autre potentiel de cette team des Houston Rockets, l'autre jeune à fort potentiel de cette team des Houston Rockets, c'est Kevin Porter Jr. Et Kevin Porter Jr. Est pour moi un profil assez similaire dans le scoring first et un profil similaire malheureusement sur les défauts, c'est-à-dire que c'est un joueur qui, alors que je vais repasser sur la preview et surtout sur le 5 majeur, un profil qui a besoin du ballon. Les fans des Rockets, alors peut-être il y en a parmi nous, n'hésitez pas à nous faire savoir et à nous dire ce que vous en pensez, hein, c'est vraiment en forme de question et de débat ce point-ci. Les fans des Rockets ont pu admirer la saison passée dans le vide intersidéral qu'était leur équipe, les points au scoring de Kevin Porter Jr. Malgré tout, et c'est ce qu'on notait dans la preview, cette dernière saison, Porter Jr., c'est le plus gros ratio de tirs pris par ballon touché, donc le 91e percentile à son poste, et c'est dans le même temps l'efficacité offensive, pas la plus faible, mais une des plus faibles, il est 26e percentile, donc dans les 26% moins rentables de son poste. C'est forcément un duo du coup qui pose un petit peu question, ou en tout cas moi je suis, alors sur le talent, sur le potentiel, bien sûr, les deux peuvent montrer des choses, mais sur l'aspect fit, ont les mêmes faiblesses, ont la même propension à garder le ballon, on se demande comment ça peut fonctionner ensemble. Est-ce que tu peux rebondir un petit peu là-dessus avant de nous quitter, ou est-ce que tu dois y aller maintenant, Cam? Non, 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 on va terminer sur Houston, on est dans les temps. Allez. Non, après, comme tu l'as dit, c'est deux profils qui sont quasiment identiques. La grosse différence qu'il y a au-delà de ça, c'est que ça va être la mentalité. Kevin Porter Jr., on sait qu'il se traîne un bagage émotionnel assez compliqué. Là où de l'autre côté, Jalen Green, en fait, c'est un garçon qui est beaucoup plus serein, qui est déjà, comment dire, Jalen Green est beaucoup plus prêt actuellement à évoluer en NBA que ne l'a été que Porter Jr. à son arrivée. Green, il sort d'une saison, mine de rien, avec les G-League Ignite, où il a été mis dans un cocon avec beaucoup de vétérans. C'est tout bête, mais en NBA, tu te dis que jouer avec Jared Jack, c'est compliqué. Quand tu es un jeune qui arrive en G-League, avoir ce genre de meneur-là de 34-35 ans, qui a eu une grosse carrière, etc., c'est parfait pour t'intégrer. Et en fait, voilà, après, c'est tout bête, mais la hiérarchie, elle va se créer sur le terrain. Ça va être le meilleur des deux qui aura son dans le ballon. Et si c'est pas le cas, je pense qu'on va arriver sur le cas de John Wall, en fait, qui cristallise beaucoup de questions, notamment sur le fait qu'en fait, dans cette équipe-là, à l'instant T, si John Wall doit partir, tu n'as aucun ball handler principal. Pardon, j'avais oublié mon micro. C'est ça. Alors même au-delà d'avoir personne derrière Wall en tant que ball handler principal, on se dit qu'une des façons de faire jouer ce duo, Jalen Green et Kevin Porter Jr., ça va être d'avoir un très bon playmaker autour d'eux. John Wall, alors déjà il est loin de ses bonnes années, mais surtout ça a toujours été un meneur plus orienté scoring sur le drive et qui faisait son nombre d'assists. Il a été meilleur assist de la ligue, meilleur passeur de la ligue plusieurs fois, mais il faisait beaucoup d'assists sur pick and roll avec l'intérieur poseur d'écran et en drive and kick vers des shooters qui attendent dans le corner ou ce genre de choses. Est-ce que Wall peut devenir un playmaker pour faire jouer ces deux jeunes joueurs ? Je suis très dubitatif, personnellement. J'ai du mal à voir ça. Et le problème de John Wall, c'est, comme le dit parfaitement Julien, dans quel monde une franchise réussit à trader pour John Wall, ou en tout cas veut récupérer John Wall avec un contrat dantesque, hein, on le rappelle, et qui court encore sur quelques saisons. Ça va être vraiment la problématique des Rockets. Que faire de John Wall ? Il n'y a pas 36 solutions, mais elle mène potentiellement seulement vers le buyout, parce que le problème c'est que garder John Wall, en soi, pourquoi pas, si ce n'était pas au détriment du développement des joueurs. C'est-à-dire que là, on a 3 joueurs qui vont devoir avoir le ballon dans les mains, 2 pour se développer, 2 pour potentiellement créer le futur de la franchise, et 1 juste parce qu'il est là. Ça devient très compliqué pour les Rockets. Donc ce serait le garder un temps pour ensuite le buyout, et le buyout à un prix un petit peu moindre,
Alors après, voilà, la meilleure solution ce serait le trade, mais le trade paraît extrêmement compliqué à cause de ce contrat à matcher. On le rappelle, on ne peut pas échanger les joueurs comme ça, il va falloir matcher les salaires, et ça c'est très compliqué pour les Rockets pour trouver un partenaire de trade potentiel. Des Rockets qui pourraient voir d'autres joueurs devenir des assets. Notamment, on pense à Gordon, on pense à Avery Bradley, qui sont encore dans la franchise, qui peuvent être des vétérans qui entourent les joueurs, mais qui peuvent aussi être des assets intéressants pour certaines franchises qui visent le titre, et donc qui peuvent avoir une certaine attractivité et un certain prix, et Houston pourrait s'en défaire pour notamment récupérer des tours de draft ou autres. Christian Wood est lui aussi un joueur à fort potentiel, donc il peut totalement s'intégrer dans la reconstruction de Houston. Il est sous contrat 3 ans, sous 3 ans, en comptant cette saison, il me semble. Non, oui, il me semble que c'est 2 ans ou 3 ans. Alors là, j'ai un petit doute d'un coup. Peut-être il y aura cette saison et la suivante, donc ça sera, il y aura 2 ans. 2 ans, très bien. Donc il va falloir le prolonger. À quel prix? Ça pourrait lui aussi pourrait devenir un asset dans cette reconstruction en pariant sur le temps plus long. Donc tout ça pour dire que Houston commence tout juste sa reconstruction, qu'il y a des choses qui ne sont pas encore actées, qu'il va falloir voir voilà, la viabilité de ce duo Jalen Green, Kevin Porter Jr. et que globalement il va falloir qu'on attende un petit peu et être patient avec cette franchise, et que je pense ça va se faire. Il y a encore beaucoup de temps pour déblayer un peu ce que pourrait être cette reconstruction et l'orientation même de l'identité de l'équipe à partir de là. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur Houston? Pas tellement. Après, il y a le gros avantage par rapport aux Cavs dont on a parlé juste avant, c'est que Houston a quand même une flexibilité financière assez certaine. Forcément, il y a le cas il y a le cas de John Wall qui mange de la place, mais au-delà de ça, Eric Gordon, c'est tradable. Avery Bradley, c'est pas très cher. Christian Wood, c'est beaucoup plus rentable. Comment dire? Christian Wood, c'est actuellement des meilleurs contrats NBA par rapport à son apport. C'est un 4-5, bon shooter, bon rebondeur, qui défend vraiment bien, qui peut jouer avec et sans ballon. Et on en parlait en off juste avant. Quelle équipe contender n'aurait pas besoin d'un Christian Wood pour passer un stade au-dessus? Tu peux le mettre en remplaçant, en titulaire. Il est très polyvalent. En plus, c'est un joueur qui a un parcours particulier, donc qui se remet constamment en question, qui est un gros travailleur. Et clairement, je pense qu'il y a un truc à jouer cette saison. Autant essayer de le faire briller une dernière fois. Typiquement, je pense il peut jouer une saison en 18 points, 8 rebonds, voire monter en 20-10. Et après, là, c'est le Graal, quoi. Là, tu peux être sûr que le téléphone, il va sonner juste avant le All-Star Game et tenter de gratter un dernier pick de draft. Et voilà. Après, globalement, comme on l'a dit, c'est une équipe qui ne devrait pas gagner beaucoup de matchs, sauf s'il y a des énormes cartons d'une de leurs deux stars. Mais c'est pas le but, en fait. Tu as une draft énorme qui approche, tu as des joueurs qui sont potentiellement générationnels. Et je pense qu'ils ont un plan à 2 ou 3 ans. Et c'est le but, en fait. Enfin, c'est rare les. Alors qu'on t'a perdu, Cam, je ne t'entends plus. Mais oui, pour finir, c'est un petit peu ça pour Houston, une reconstruction qui ne fait que commencer. Je sais que la fanbase de Houston a tendance à s'enflammer, et elle a raison. Ils ont récupéré des joueurs au talent certain, avec de bons potentiels, et ça risque d'être fun par certains côtés. Cette franchise de Houston, maintenant ne nous enflammons pas, il y a encore beaucoup de choses dans cette reconstruction à avancer, et ça va pas se faire tout de suite.